de travail de 10 années. Vous avez derrière moi le contrat d'un jeune homme de 20 ans, Indoye, qui a été racheté au Gabon en 1859 et qui est arrivé en Guyane. On le retrouvera tout à l'heure. Dans ce processus, l'immigrant n'a aucunement son mot à dire, il est acheté et de cet achat découle automatiquement et irrémédiablement pour lui un engagement de travail. Comme vous pouvez le voir, il ne signe d'ailleurs aucunement son contrat. Alors, ces individus sont achetés par des recruteurs français sur les marchés négriers de la région du Cap de Monte, qui se trouve actuellement entre la Sierra Leone et le Libéria, et surtout sur les marchés négriers situés autour du comptoir français de Libreville, au Gabon. 918 des personnes arrivées en Guyane, 697 hommes et 221 femmes ont été rachetés. Dans ces régions, l'achat d'êtres humains se fait au moyen du dit paquet, versé aux courtiers africains. Cette monnaie de compte correspond à une quantité donnée de marchandises, dites de traite. Donc vous avez des exemples de paquets ici, comme vous pouvez le voir ici. Alors ça c'est la suite. Les captifs que les recruteurs français achètent viennent de régions situées dans l'intérieur des terres, parfois à plusieurs centaines de kilomètres du littoral. Les raisons de leur mise en captivité et ou esclavage sont multiples. Ils peuvent être nés esclaves, ils peuvent devenir captifs suite à une condamnation judiciaire pour crime ou délit, ils peuvent être livrés pour payer les dettes de leurs parents ou d'un des membres de la famille, ou encore kidnappés. Revenons aux 49 autres pourcents, c'est-à-dire les individus de statut libre au moment de leur recrutement. Le capitaine Charles Chevalier effectue ces recrutements, qui sont, je le rappelle, les premiers qui sont mis en place entre 1854 et 1857. Contrairement à ce qu'il mettra en œuvre pour les recrutements par rachat au Gabon, il procède ici par cabotage. C'est-à-dire qu'il s'arrête dans les différentes villes et villages le long du littoral nord-ouest africain que vous pouvez voir ici. Afin de réunir les candidats au départ, Chevalier affiche dans chaque lieu et ou fait connaître par des interprètes ou colporteurs ses propositions d'engagement de travail qui sont de 6 ans. Les candidats au départ doivent se rendre auprès du capitaine pour se préinscrire à l'engagement. Un entretien et une visite médicale, simple pour les hommes, gynécologique pour les femmes, sont les prérequis à l'admission. Les candidats acceptés sont convoqués le jour du départ pour l'engagement définitif qui est entériné par la signature d'une croix du contrat d'engagement. Ici, vous avez le contrat d'engagement de Dunta Diouf qui est recruté à Gorée. On le retrouvera aussi tout à l'heure. Pour sceller l'engagement, ils reçoivent une prime qui est dénommée denier à Dieu, composée d'un ensemble de marchandises d'une valeur de 40 à 50 francs, qui pour la plupart d'entre eux laissent aux personnes qu'ils connaissent en Afrique même. Donc comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la majorité des livres, donc 519 d'entre eux, soit 58%, sont des hommes recrutés le long de la côte de Krou, allant de Nanaco à Saint-André. Alors normalement, j'ai oublié, je devais avoir un petit bip, mais c'est pas grave. Donc c'est la côte, Nanaco, c'est ce qui correspond au bas du Libéria actuel, jusqu'à la moitié à peu près de la côte d'Ivoire actuelle. Donc la majorité des livres sont recrutés sur ces points-là, 58% d'entre eux. Alors si les motivations qui les poussent à partir comme immigrants engagés pendant 6 ans en Guyane restent inconnues et que des pressions d'ordre social ou économique ne sont pas à exclure, je peux cependant certifier que ces choix ne résultent pas d'une appropriation de leur personne, comme c'est le cas pour les personnes achetées et transformées en immigrants engagés. Alors pour éviter tout abus, ces opérations sont placées sous la tutelle gouvernementale et sous une législation particulière. Mais force est de constater qu'à bord, au sein des contingents de personnes rachetées, surpopulation, manque d'aération, mauvaise alimentation et aménagement non conformes au règlement sont la règle générale et entraînent des conditions de voyage exécrables dont témoignent les taux de mortalité. Outre les conditions matérielles, ils sont soumis à un grand nombre de pratiques visant à contrôler au maximum leur état physique et psychique afin que le plus grand nombre arrive à destination vivant et que le recruteur puisse toucher la prime d'introduction.
En fait, les recruteurs, ça c'est valable pour les personnes originairement libres et les rachetés, cèdent les contrats d'engagement que vous avez vus à l'administration, qui après les cède aux futurs employeurs, aux engagistes, et moyennant la cession d'un contrat, reçoit une prime d'introduction. Le premier contact entre les rachetés et les acheteurs recruteurs français se fait par le biais d'une auscultation complète de toutes les parties de leur corps. Ce premier contact donne le ton de ce qui prévaut par la suite. En effet, une fois achetés, leur corps est soumis à une surveillance constante avec des auscultations quotidiennes, qu'ils le veuillent ou non, dans leur anatomie la plus intime. Un ensemble de mesures d'hygiène corporelle contribue ainsi à perpétuer la dépossession de leur corps. Dès leur achat, ils sont intégralement rasés pour éviter les coups. Ils le sont de nouveau avant le jour du départ outre-Atlantique. Nus, lavés et auscultés à la vue de tous, aucune considération n'est portée à leur intimité et par ce fait à leur ressenti. Pour faire appliquer et respecter la discipline établie, la violence tant physique que psychologique est utilisée sous la forme de punition, allant crescendo en fonction du délit et de la récidivité du contrevenant. Les premières punitions appliquées sont des privations des extras comme le biscuit, les arachides, l'alcool et le tabac. Mais selon l'ensemble des protagonistes français à bord, ce moyen est peu efficace. La discipline est apprise entre guillemets aux recrues par des atteintes physiques, coups de martinet, cours de corde et de férule. La férule, je sais pas, c'était des petites plaquettes en bois sur les mains. Face à cela, les rachetés réagissent. À plusieurs reprises, des agents consignent dans leur rapport qu'à terre des évasions, des tentatives d'évasion ont lieu et qu'en mer, des recrues se sont jetées à la mer. Ils évoquent aussi plusieurs cas de nostalgie sévère, d'anorexie grave. Ils décrivent des individus s'arrêtant de s'alimenter, de boire et se laissant mourir. Tous ne réagissent pas à la contrainte de façon aussi radicale et ou désespérée. Quelques-uns composent avec le système face auquel ils se retrouvent malgré eux confrontés, utilisant parfois certaines compétences spécifiques, comme par exemple la maîtrise de langue européenne, pour obtenir un rôle au sein de l'organisation disciplinaire en échange d'un meilleur traitement. Si ce système, de par la présence de l'État et son organisation, ne peut être assimilé stricto sensu à une traite, l'expérience des rachetés est similaire à celle de captifs de traite. Les conditions faites aux immigrants africains de statut libre renforcent ce constat. En effet, bien que les conditions ne soient pas des plus confortables, ces derniers n'ont pas éprouvé d'importants manquements tant alimentaires que sanitaires durant la traversée de l'Atlantique. Et surtout, aucun n'est soumis à ce type de pratique qui ne concède ni intimité ni individualité. Ils subissent des visites médicales pré-embarquement, moins intrusives, individuelles et non collectives, qu'ils peuvent refuser, bien que cela leur ferme toute possibilité au recrutement. Ils ne sont jamais dans l'obligation d'exposer leur corps nu, ils n'ont ni la tête rasée, ni de médaillon autour du cou, ni panne. Ils ne sont pas soumis à la discipline à coups de martinet. Cette comparaison entre les pratiques mises à l'œuvre vis-à-vis des libres et des rachetés met en exergue que la propriation physique se perpétue au-delà de l'acte de l'achat-rachat, contrairement à ce que disent les Français de l'époque. Rien de tel ne se joue à l'égard des Africains de statut originairement libre et entrés volontairement dans cette migration de travail. Du fait principalement de la mortalité sévissant au sein des individus rachetés, seuls 1809 des 2195 personnes recrutées en Afrique arrivent chez leur engagiste en Guyane. Donc là, j'ai fait un tableau que vous pouvez voir. Voilà, mais bon, je pense que vous voyez la première colonne. Donc c'est le nombre de recrues, de gens recrutés en Afrique, donc librement ou par rachat. Ensuite, c'est les désertions qui ont lieu, enfin en tout cas qui sont notées, qui ont lieu avant le départ outre-Atlantique. Ensuite, en fait, les contingents qui sont composés essentiellement, uniquement de l'X, c'est les 3 premiers contingents, le 5 frères et les 2 contingents de la Diane. Ensuite, l'Orion est très majoritairement composé de personnes rachetées, et le Joseph, le Félix et le Méridien, ce sont aussi des contingents de personnes rachetées au Gabon. Donc après, il y a des malades laissés à terre pour le Méridien, donc c'est vraiment des gens qui, je pense que pour qu'ils ne les emmènent pas, ils allaient mourir tout de suite, quoi. Après, c'est les décédés pendant la traversée ou à terre, ceux qui sont arrivés en rade de Cayenne. Il y en a un certain nombre qui va directement à l'hôpital à leur arrivée, et après vous avez des colonnes de décédés. Et juste pour vous expliquer le chiffre de 131 qui repartent, en fait le contingent du Joseph,
il y avait la moitié du contingent qui était destiné à la Guyane et l'autre moitié qui était destinée à la Martinique. Donc les 131 en fait partent en Martinique. Voilà pour vous expliquer ce tableau. Alors bien que ces migrations soient, donc, comme je pense que vous l'avez compris, ontologiquement différentes, à leur arrivée en Guyane, Africains libres et rachetés deviennent tous des immigrants et sont soumis comme tels à la juridiction ayant trait à ce statut, qui est un statut que vous allez voir particulier. Alors une fois arrivés dans la colonie, et ce, quel que soit le temps qu'ils y passeront, ils sont placés sous ce statut d'immigrants, qui est vraiment une catégorie administrative et un statut légal. À ce statut, donc, est attaché un ensemble de droits et d'obligations différents de ceux d'un travailleur né en Guyane ou à l'étranger non engagé. Au moment de leur débarquement, ils se voient attribuer un numéro de matricule qui les identifie bien plus que leur patronyme. En effet, ce numéro les suivra partout, dans toutes les démarches administratives, déclaration de naissance, mariage, décès, condamnation, on les retrouve aussi dans les actes notariés, et tout au long de leur séjour. Tant qu'ils sont logés chez leur engagiste, donc c'est leur employeur, c'est-à-dire au moins le temps de leur contrat, ils sont considérés comme n'ayant pas de domicile personnel. De ce fait, il n'est pas reconnu l'inviolabilité du domicile et leur employeur peut donc peut y entrer quand bon lui semble. Dans le domaine judiciaire, ils ont une capacité juridique restreinte, étant assimilés à des mineurs civils ne disposant pas de personnalité juridique. Donc ils ne peuvent pas rester en justice par eux-mêmes et ils doivent obligatoirement recourir à l'entremise des syndics de l'immigration qui sont présents dans chaque commune, qui sont en principe censés leur apporter une assistance juridique et d'assurer leur protection. Alors pour pouvoir se marier dans la colonie, ils doivent obtenir l'assentiment du gouverneur et du conseil privé. Là je vous ai mis une demande d'autorisation de mariage faite au conseil privé. Et pour juger l'affaire, ces derniers s'appuient sur les avis du commissaire d'immigration, qui était la personne qui dépendait de la direction de l'intérieur et qui chapeautait tout le service de l'immigration, et des engagistes concernant les mœurs et l'attitude envers le travail colonial de l'aspirant au mariage. Enfin, en plus d'être transplantés loin de leur pays avec un contrat insécable, les immigrants voient leur mobilité fortement restreinte au sein même de la Guyane. La législation précise en effet qu'ils doivent se munir d'une autorisation écrite de leur employeur pour pouvoir quitter l'exploitation, l'habitation où ils vivent et travaillent. Sans cette autorisation, ils peuvent être en cas d'arrestation déposés en maison de discipline pour vagabondage ou avoir une amende. Alors les immigrants ont ainsi un statut social et juridique d'exception qui les suit tout au long de leur engagement, mais même après. Ce statut les place dans une situation discriminante par rapport aux travailleurs locaux et dans une dépendance extrêmement forte vis-à-vis de l'administration et de l'engagiste. La plupart de ces derniers les soumettent d'ailleurs à des conditions de travail et d'existence fort difficiles. Or, ces conditions, c'est-à-dire le logement, l'alimentation et les soins, sont définies, comme on l'a vu tout à l'heure, dans les contrats d'engagement, mais aussi dans la législation leur ayant trait. Donc, des membres de l'administration coloniale sont chargés de veiller au respect de ces prescriptions et à la protection des immigrants. Et le commissaire d'immigration, des représentants des syndics font régulièrement des tournées sur les habitations pour voir comment ça se passe. Et on a un grand nombre de rapports de ces tournées dans les archives. Et donc, dans ces rapports, on voit que les abus sont constants. Donc, pour résumer, les immigrants africains, mais comme les autres immigrants, indiens et chinois, sont nourris à minima, sont mal logés, mal vêtis et mal soignés. Donc, les immigrants africains sont principalement employés sur des exploitations de produits coloniaux, sucreries et roqueries, et sur les exploitations aurifères. Je rappelle que l'or est découvert en 1855, ce qui correspond à peu près au début de leur arrivée, et de plus en plus on va les retrouver sur les exploitations aurifères. Mais aussi l'administration coloniale en emploie plus de 200 au service des ponts et chaussées, du port et de la transportation. Un certain nombre d'entre eux ont construit une partie du bail. Ainsi, les quartiers ou communes où résident le plus d'immigrants sont la Prague, et ça on le retrouve sur toute la période, c'est-à-dire jusqu'au début du XXe siècle, ça sera la commune où il y aura plus d'immigrants, parce que c'est là où il y a le plus d'habitation et plus d'exploitation de terrains aurifères. L'île de Cayenne en deuxième et Cayenne. Donc au fil des années, la sortie du travail engagé, alors quand je parle de sortie du travail engagé, ça veut dire quand ils ne travaillent plus dans le cadre d'un contrat d'engagement et sous la législation qui régit ces contrats. Des déplacements vers les communes plus vivrières de l'Ouest se dessinent et aussi vers les gisements aurifères de l'Euro de la Mana.
on voit que ça se fait, mais les trois quartiers, à l'époque on parle de quartiers que je vous ai cités, à Prague, l'île de Cayenne et Cayenne resteront là où ils seront le plus nombreux sur toute la période. Donc leurs conditions précaires s'expliquent aussi par le fait qu'ils sont fort mal payés. Donc le contrat d'engagement annonce 15 francs pour les hommes et les femmes de statut originairement libre et 12 francs pour, alors là je vous ai mis à quoi correspond hommes, femmes et non-adultes, parce que ça ne correspond pas, comme vous pouvez le voir, du tout à nos propres catégories d'aujourd'hui, puisqu'une femme adulte, c'est à 12 ans, elle est considérée comme adulte. Et en fait ce classement est important parce que la prime d'introduction varie entre adultes et non-adultes et enfants. Donc 12 francs pour les hommes adultes, 10 francs pour les femmes adultes et 8 francs pour les non-adultes rachetés. Cependant, le salaire des rachetés est soumis à une retenue spécifique. En effet, l'article 7 de leur contrat stipule, je cite, « L'engagé reconnaît avoir reçu en avance de M. Chevalier, donc c'était le recruteur, la somme de 200 francs dont il s'est servi pour sa libération. Ces avances seront retenues sur ses salaires à raison de 3 francs par mois. » Fin de citation. Donc ainsi, l'administration ne se contente pas de les acheter, de les transplanter et de les transformer en immigrants engagés, alors on fait payer le prix au sens premier du terme. Donc soulignons ici le traitement différent entre immigrants africains libres et rachetés. Au total, un homme immigrant africain de statut libre au départ gagne 50 centimes par jour, un racheté gagne 25 centimes par jour et une femme rachetée gagne 23 centimes par jour, quand le salaire d'un travailleur local dans l'agriculture dans les années 1850-1860 est environ d'1 franc par jour. Donc leur premier contrat prend difficilement fin. En effet, je parle des rachetés là, la durée de l'engagement en fait ne se calcule pas de date à date, mais en nombre de journées de travail effectuées. Donc en fait, ils doivent 26 jours de travail par mois pendant les 10 ans de leur engagement, soit 3120 jours. Et ça, c'est vraiment le système propre à l'engagiste. Ça va être pareil pour les travailleurs indiens et chinois. Alors, donc ils doivent, comme je vous disais, 300, pour ceux qui ont des contrats de 10 ans, donc les racheter, 3120 jours dus initialement. Cependant, donc la législation prévoit que les jours de maladie et d'absence seront décomptés, puis ajoutés en fin de contrat, et qu'en cas d'absence non autorisée par leur employeur, une retenue de 2 jours au lieu d'une sera faite. Donc les livres de compte et de livret sont tenus par l'engagiste ou un de ses représentants, mettant de fait les immigrants dans une situation de forte dépendance vis-à-vis de leur employeur. Alors selon les données que j'ai pu rassembler, les rachetés connaissent tous des temps d'engagement qui dépassent généralement de plusieurs mois, voire d'1 ou 2 années, ceux prévus initialement. Alors là, ça, je vous dis, c'était une pièce, je regarde le cirèche, maîtresse. C'est un livret d'immigrants africains, donc Indoye, donc vous avez vu le recrutement, le contrat d'engagement d'ailleurs qui est le seul pour un racheté qu'on ait, donc c'est des archives qui sont ici. Et ça, c'est vraiment le seul contrat d'immigrants africains que j'ai retrouvé, en tout cas à ce jour, qu'on a retrouvé. Non pas seulement pour la Guyane, mais aussi on n'en a pas retrouvé, enfin je travaille aussi sur l'immigration africaine en Martinique et en Guadeloupe. J'en ai pas retrouvé aussi, pourtant j'ai vu vraiment beaucoup d'archives, donc c'est vraiment une donnée très précieuse et qui permet de voir vraiment concrètement cette législation sur le nombre de retenues. Parce que si comme vous pouvez regarder, il y a des colonnes. Donc il y a la colonne par mois avec les jours qu'il a fait, donc les retenues de jours autorisés ou pas. Et ça, c'est la dernière page du livret avec le compte, donc je vous donne le résultat. Donc il a été engagé, là c'est son employeur, c'est M. Chenra. Il est engagé le 4 juillet 1859. Il est arrivé avec le Phoenix, le navire le Phoenix, donc il a été recruté au Gabon. Donc le 4 juillet 1859, avec un contrat a priori de 10 ans, et il finit le 4 août 1872. Donc il a fait 3 ans de plus. Mais en fait, 3 ans de plus, comme il ne s'est pas compté de date à date, voilà. Et il a écrit, alors, je ne sais pas si vous pouvez lire, il a juste écrit seulement 10 jours de trop. Donc voilà. Pour tous et toutes, donc libre et racheté. Bon, et ça pour l'histoire, je ne sais pas si j'ai un peu de temps, mais j'ai retrouvé là, il y a 2 jours dans les archives notariales, il va acheter un terrain à la fille de Chenra, en fait. Et il achète ce terrain en 86. Donc, vous voyez, en 72, il sort enfin de l'engagisme. Et en 86, donc
plus d'une décennie plus tard, je ne peux pas faire le calcul là, il va acheter un petit lopin de terre qui va être vendu de l'habitation sur laquelle il est depuis 1859. Mais vous verrez, c'est un survivant. Mais bon, pour tous et toutes, donc libre et racheté, mais en fait les livres, donc ce qui concerne les 3 premiers contrats, ils ne sont pas, ils ont des contrats qui sont de date à date. Ça bascule en fait dans les années 60 et pour acheter comme aux immigrants indiens et chinois, il va y avoir ce nouvelle façon de compter. Mais pour tous, donc, comme je le disais, libre et racheté, à l'issue de leur premier contrat, la très grande majorité d'entre eux en fait se réengagent. Donc ça, je n'ai pas encore trouvé pour Indoye, mais c'est possible que malgré en 72, ils re-signent un nouveau contrat. Pourquoi ce réengagement massif? C'est que les 2 autres options proposées par l'administration pour avoir le droit soit de rester en Guyane, ou en tout cas ce qui est proposé dans la législation pour l'engagisme, il faut, pour pouvoir rester en Guyane, justifier d'une industrie ou d'être propriétaire, ou sinon d'opter pour le rapatriement. Mais en fait, pour la quasi-totalité d'entre eux, ce sont des chimères. En fait, clairement, à la fin de leur contrat d'engagement, ils n'ont pas les moyens de s'installer. Et le rapatriement pourtant dû par l'administration n'est proposé qu'à une toute partie d'entre eux. Seuls 135, donc en fait 128 hommes, 6 femmes et un enfant qui sont arrivés 6 ans plus tôt, tous des libres qui appartiennent aux 3 premiers contingents, sont rapatriés en Afrique. Donc là, vous avez la liste d'un des navires qui a le rapatriement. Donc ils sont rapatriés, il y a un premier convoi en 1860 et un deuxième en 1862. Et alors après, je ne trouve plus aucune trace de mise en place d'un rapatriement, même d'une proposition par l'administration. C'est comme si, pour les immigrants africains, je parle. Donc ces rapatriés, ces 135 qui seront rapatriés, sont accompagnés de 7 enfants nés en Guyane, de parents immigrants africains, et d'une femme, Rézé Désiré, qui a 56 ans en 1860, qui est née en Afrique, mais qui arrive en Guyane bien avant 1848, et elle est libérée en 1848, et elle a épousé l'immigrant Thomas Coffey, et elle fait le choix de repartir avec lui en Afrique. Malheureusement, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est arrivée en Guyane, donc voilà, c'est un élément qu'on n'a pas. Donc pour ceux qui restent dans la colonie, quand ils sortent enfin du travail engagé, ils restent sous le statut d'immigrants, comme on l'a vu, qui limite une partie de leurs droits. Un statut qui se transmet à leurs enfants nés dans la colonie. En effet, jusqu'à leur majorité, ces derniers sont soumis à la législation spécifique qui régit ce statut. Alors du fait de ces conditions, les immigrants africains sont frappés par une mortalité extrêmement forte, comme vous pouvez le constater ici. Et comme vous pouvez le voir aussi, il y a une nette différence qui existe entre libres et rachetés, qui résulte des violences tant physiques et psychologiques subies par ces derniers. En fait, j'ai calculé la mortalité, donc ça c'est en dépouillant les états civils, les 5 ans après l'arrivée du premier contingent et les 10 ans suivant l'arrivée du premier contingent. Donc en fait, pour les rachetés, ils avaient des contrats de 10 ans, mais avant la fin des 10 ans, il y a 62% du groupe des rachetés qui est décédé, quand il y a 20% du groupe des libres. Alors, abusés et ou piégés, comme on le verra, nombre d'immigrantes et d'immigrants africains cherchent à faire respecter leurs droits et leur dignité. Et aussi, la différence entre libre et racheté est saillante. Les rachetés, ne parlant ni le français ni le créole à leur arrivée, se retrouvent face à un monde complètement inconnu et effrayant pour eux. Et leur mode de résistance est alors de fuir dans les bois et tenter d'y vivre en autonomie. Mais ne maîtrisant pas la géographie des lieux, tout au moins les premiers mois, voire les premières années, ils sont souvent rattrapés. Avec le temps et l'adoption des codes linguistiques et sociaux, et l'exemple aussi des autres immigrants, ils se saisissent des moyens légaux dont ils disposent. Ils vont porter plainte, ou ils vont adopter d'autres formes de contestation, comme par exemple faire grève. À l'époque, évidemment, il n'y a pas le droit de grève, c'est l'expression coalition ayant pour but de faire cesser le travail, qui est sévèrement réprimée. Comme le font de suite les libres, eux, qui maîtrisent souvent, comme on va le voir, le français et l'anglais quand ils arrivent en Guyane. En effet, donc, les Africains originairement libres au moment du recrutement s'engagent volontairement, car ils ont déjà travaillé en fait avec les Européens, notamment des Anglais et des Français, en Afrique. Ils ont une idée bien précise des conditions auxquelles ils se sont engagés,
Et constatant que la réalité est loin de ce que leur recruteur leur a décrit, ils ne manquent pas de réagir. Tout d'abord par des voies légales, donc la contestation, ils protestent auprès de leurs employeurs contre des salaires trop bas, un temps d'engagement trop long, la plupart pensaient s'engager pour 2 ans, non 6, le manque de nourriture ou sa mauvaise qualité. Ils refusent aussi d'effectuer certaines tâches, et puis rapidement, ils vont directement porter plainte auprès du commissaire d'immigration quand il fait ses tournées, mais aussi on les voit voler des canaux et se rendre à Cayenne auprès du gouverneur lui-même pour protester. Certains demandent leur transfert au service de l'administration, 9 l'obtiennent, vous avez leur nom ici. Ils sont tous arrivés avec le premier navire, les 5 frères, et ils sont tous recrutés à Gorée. D'autres écrivent des courriers, donc on retrouve ici, je ne sais pas si vous pouvez lire un petit peu, le courrier de Montadiouf, dont on a vu le contrat d'engagement tout à l'heure, qui en fait explique, je ne sais pas si c'est lisible en fait, qu'il a travaillé, on peut lire, qu'il a travaillé en fait au Sénégal, enfin à Gorée, auprès du gouverneur, qu'il était marin et que son engagiste en Guyane le nourrit pas, le paie pas, et qu'il n'est pas fait pour travailler la terre, et il demande à travailler pour l'administration guyanaise. Et il va obtenir, lui, son transfert. Donc ils conduisent eux aussi des grèves, des gros mouvements. Il y a une énorme coalition sur la Jamaïque, donc qui est à l'époque dans la Prague, et qui va, ils envoient la gendarmerie, ça dégénère assez sévèrement. Puis, constatant qu'ils n'obtiennent que très rarement justice, en fait, il y a peut-être une vingtaine de cas que j'ai trouvés où ils obtiennent leur transfert de contrat sur leur demande, donc c'est quand même très peu. Plus de 200 d'entre eux, des crews essentiellement, donc la côte dont je vous parlais, des personnes qui ont été recrutées sur cette côte-là, décident de quitter définitivement la colonie. Et alors, il faut savoir que c'est le seul moyen en fait, d'échapper au contrat de travail, puisque c'est des contrats qui sont, que vous ne pouvez pas casser en fait. Et en fait, ils décident pourquoi ils arrivent à quitter en si grand nombre la colonie, c'est qu'ils ont en fait une très bonne maîtrise de la navigation. Ils sont tous pour la plupart marins, et ils ont travaillé comme marins notamment à bord des navires britanniques et français à la Côte d'Afrique. Et ils savent, et ils prennent connaissance qu'il y a une, entre guillemets, communauté crew en Guyane anglaise, particulièrement à Demerara, parce que les Anglais aussi ont fait de l'engagisme, une fois qu'ils ont aboli l'esclavage en 1833, et ils ont recruté pas mal de crews qui travaillent en Guyane anglaise. Et il y en a certains qui sont à bord des navires de commerce, donc qui commercent avec Cayenne, donc le bruit se répand, que, et en fait, bon, ça on le voit dans les rapports, puisqu'ils essayent En fait, les 200 qui s'évadent, ils s'évadent entre 1856 et 1859. Donc c'est un peu la panique au sein de l'administration. Et du coup, ils font des enquêtes pour savoir comment ils arrivent à s'évader, pourquoi ils s'évadent et tout ça. Et en fait, du coup, ils disent que c'est que l'information circule et qu'ils savent que en Guyane anglaise, ils trouveront du travail, ils ne seront pas soumis à un contrat d'engagement et que les salaires sont plus élevés. Celle-ci, c'est pour ça que la Guyane aussi est la destination première, mais d'autres fuient en fait au Suriname, au Venezuela, et on en trouve même qui sont arrivés jusqu'au Belize. Donc ceux et celles qui restent ne cesseront de défendre leurs droits tout en intégrant pleinement la vie guyanaise. En effet, ils et elles adoptent relativement rapidement les pratiques sociales et culturelles de celle-ci. Alors la langue, tout d'abord, ils acquièrent le créole au cours des 2 premières années suivant leur arrivée. Alors la maîtrise du français est beaucoup plus rare et fort tardive quand elle advient. Cela s'explique par le fait que cette langue est surtout l'apanage des milieux sociaux aisés, avec lesquels, eux, comme les travailleurs créoles, ont très peu de relations. Alors bien qu'ils peuvent perpétuer des pratiques religieuses qui leur sont propres, cela ne les empêche pas d'adopter la foi catholique, ou tout au moins de se faire baptiser, eux et leurs enfants, et de se marier, pour ceux qui se marient, aussi, civilement et à l'église. Le mariage n'est pas un acte systématique et nombre d'entre eux choisissent le concubinage. Loin de se démarquer, ils suivent au contraire les pratiques matrimoniales des milieux ruraux populaires du second 19e siècle guyanais. Alors le premier mariage se tient à la mairie du quartier de Montsinéry en mai 1855. Il unit Sambadia et Rosilette Arrada. Donc Sambadia a choisi ainsi de se marier 6 mois après son arrivée dans la colonie. Et 48 ans plus tard, en 1903, Joseph Sambé épouse à 71 ans Anastasie Élisée, donc guyanaise de 57 ans, à la mairie de Matoury.
46 ans, lui, après son arrivée dans la colonie, et en fait c'est un remariage. Entre ces deux dates, 1855-1903, 165 mariages sont célébrés, 44 d'entre eux unissent deux immigrants africains, et les 121 autres unissent un immigrant et une personne qui ne l'est pas. Très majoritairement des femmes, puisque comme là vous pouvez le voir, c'est la mixité, c'est une mixité qui est forte, mais qui est extrêmement genrée, on dirait aujourd'hui. Je regarde monsieur et en fait qui concerne essentiellement les hommes. Comme vous le voyez, les femmes africaines se marient essentiellement avec des immigrants africains, enfin les immigrantes africaines se marient essentiellement avec des immigrants africains, alors que les hommes vont se marier majoritairement avec des femmes non immigrantes africaines. Cela s'explique en grande partie parce qu'elles sont très minoritaires, elles représentent 14% de l'ensemble. Et donc il y a de toute façon des immigrants africains qui ne rencontreront jamais de toute leur vie en Guyane, parce que les gens sont quand même dispatchés sur le territoire, d'immigrantes africaines. Donc pour eux, la question de se marier ne se pose pas. Et donc dans le choix de conjoint, pour majoritairement ces hommes, c'est principalement des femmes qui ont été libérées, enfin qui ont été esclaves, qui sont libérées en 1848. Très majoritairement. Il y a aussi 9 mariages avec des immigrantes indiennes, un mariage avec une immigrante madérienne et 2 mariages, un mariage avec une transportée martiniquaise et un mariage avec une femme guadeloupéenne. Ainsi, les immigrantes et les immigrants africains ne restent-ils pas en marge de leur société d'arrivée? Rapidement, ils apprennent les codes linguistiques, culturels et sociaux du groupe avec lequel ils partagent leur quotidien, celui des anciens esclaves. En effet, au cours du second moitié du XIXe siècle, ces derniers ne semblent avoir ni animosité ni empathie particulière à l'égard de ces immigrantes et migrants africains. Bien que n'étant pas exempts de tensions et de conflits, ils vivent ensemble, partagent les mêmes lieux de sociabilité et des élans communs parfois. Par ailleurs, comme nous allons maintenant le voir pour finir, certains de ces immigrants africains ne manquent pas de s'inscrire dans le politique. De par leur statut d'immigrants, qui les place en fait en dehors du droit commun, ils se trouvent exclus du droit de vote. Néanmoins, un certain nombre d'entre eux se sont inscrits sur les listes électorales de leur commune et votent. Par exemple, suite à la circulaire du 10 novembre 1891, donc qui est adressée par le gouverneur aux maires des 14 communes guyanaises, un état numérique par commune des Africains inscrits sur les listes électorales et résidant depuis plus de 10 ans dans la colonie est dressé. Donc sur 111 immigrants africains, 47% d'entre eux sont inscrits sur les listes électorales. Et le gouverneur ajoute dans une note que ce nombre est très certainement en dessous de la réalité et que plus de la moitié d'entre eux y sont inscrits depuis plusieurs années. Je vous ai mis là l'exemple des listes de la commune de Rémy. Autre exemple, qui est une anecdote mais représentative, qui est rapporté en 1891 par Maximilien Liontel, qui est le chef du service judiciaire de Cayenne, qui est d'ailleurs celui qui va s'offusquer très fortement de leur inscription sur les listes électorales. Il souligne que les protestataires les plus véhéments contre la suppression de la municipalité du quartier du Tour de l'Île en Guyane, étaient, je cite, 2 Africains immigrants, donc arrivés en Guyane il y a plus de 30 ans. Donc ces actes soulignent la force de ces individus qui, relégués toute leur vie dans un statut subalterne, ne s'y laissent pas enfermer en se saisissant de droits qui leur sont normalement interdits. Donc cette insertion politique non institutionnelle n'est le fruit que de leur propre volonté et initiative et de leur capacité à s'insérer dans la vie sociale et politique de leur société d'arrivée. En effet, bien qu'exclus juridiquement de la citoyenneté, les immigrantes et les immigrants africains prennent pleinement leur place au sein de la société guyanaise, devenue au fil des années la leur. Je vous remercie et les questions sont ouvertes.